Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Vous êtes le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. On a appelé cette émission, Henri Guénaud, la politique pour changer le monde. Parce que vous êtes de ceux qui pensent qu'avec la politique et des idées politiques, si on les mène résolument, on va changer quelque chose à la vie de tout le monde et à l'organisation du monde. Bon, vous n'allez pas y échapper. Je vais vous montrer évidemment la séquence Jacques Chirac en Corrèze. Moi, j'ai beaucoup de style pour tout ça. Non, je peux en parler. C'est le passé. Mais lui, c'est l'avenir. Lui, c'est l'avenir. Comment? Si. Mais lui, c'est l'avenir parce qu'il va être candidat. Mais vous allez être candidat. Présidentiel. Oui, mais les choses autres pour lui. Oui, certainement. Si Juppé est là. Pourquoi? Parce que j'aime bien Juppé. Oui, oui. Mais ça fait répondre pas. Par conséquent, contre voilà. Vous allez vous faire entendre, c'est ça? Je peux dire que je voterai Hollande. Voilà. Alors aujourd'hui, Jacques Chirac a dit que c'était l'humour corrézien. Vous aimez l'humour corrézien? Je ne suis pas un spécialiste de l'humour corrézien, mais bon, voilà, Oui. ça doit être ça, l'humour corrézien. Enfin, c'est quand même une prise de distance avec Nicolas Sarkozy, même si c'est de l'humour corrézien. Mais l'humour est toujours une prise de distance. Oui, mais quand même, ça vous a choqué hier quand vous avez entendu ça? Non. Non. Ni choqué, ni réjoui. Voilà, je n'ai pas accordé beaucoup d'importance à cette remarque. Bah, tout de même, il s'agit de l'ancien président de la République. Oui, mais voilà, c'était de l'humour, donc il n'y a pas de raison d'en faire tout un plat. Oui, enfin, ça fait suite quand même à la publication d'un livre dans lequel Jacques Chirac marque ses différences politiques avec Nicolas Sarkozy. Il regrette qu'il soit atlantiste, il dit qu'il est trop libéral sur le plan économique, il dit qu'il n'est pas républicain quand il préconise les discriminations positives. Il n'a rien fait de tout cela. S'il avait été atlantiste, ultralibéral et communautariste, on va y revenir si vous voulez, il n'aurait tout simplement pas été élu et je n'aurais pas fait campagne pour lui. Voilà. Depuis qu'il est président de la République, il n'a été ni atlantiste, ni ultralibéral, ni communautariste. Voilà. C'est l'homme qui a engagé le combat pour la moralisation du capitalisme financier. Vous parlez d'un ultralibéralisme qui a sauvé Alstom, contre d'ailleurs tous les responsables politiques de l'époque. Je ne l'ai pas vu mettre en œuvre les quotas ethniques, travailler pour le communautarisme. Enfin, tout ça est absurde. Ça a été une légende, un fantasme, une caricature qui font les joies de la vie politique. C'est de l'humour corrézien aussi, alors? Non, ça c'est de l'humour arlésien. L'humour arlésien, mais parce que vous instant, êtes arlésien, il faut préciser voilà, quand même. un instant sur l'OTAN, puisque vous avez évoqué cette question. D'abord, la France n'est pas rentrée dans l'OTAN, elle n'en est jamais sortie. La France était sortie en 1966 des organes militaires intégrés de l'OTAN. Je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait des bases américaines en France, que les pays qui étaient dans l'OTAN étaient dépendants du bouton nucléaire américain. Elle est retournée dans le commandement militaire intégré, sachant qu'elle était, c'est-à-dire là où se discutent les plans, sachant qu'elle était déjà, y compris au moment où la gauche était au pouvoir, dans toutes les opérations extérieures de l'OTAN, je pense en particulier à l'Afghanistan. Quand vous êtes engagé dans des opérations militaires, il vaut mieux être partie prenante à la définition des plans. Je rappelle aussi que l'époque a changé, puisque aujourd'hui les Américains ne dirigent plus unilatéralement l'OTAN et que dans les derniers mois et les dernières années, il est arrivé assez fréquemment que d'autres fassent prévaloir leur point de vue, notamment la France et l'Allemagne. Et enfin, pour achever cela, quand même, l'idée de retourner dans les organes militaires intégrés de l'OTAN est une idée de Jacques Chirac, président de la République en 1996, à l'époque où Alain Juppé était Premier ministre et Dominique de Villepin, secrétaire général de l'Élysée. Ça ne s'est pas fait pour un tas de raisons qui ne tenaient pas à la volonté française, mais à la volonté américaine à l'époque. Voilà, donc une idée chiracienne qui a été mise en œuvre par Nicolas Sarkozy. Donc les déclarations de l'ancien président de la République et la publication du livre n'auront aucune conséquence pour vous? Oh, mais je n'en sais rien. Il a raconté sa vie, ce qu'il a ressenti, son expérience du pouvoir. Voilà, c'est une page d'histoire. Ça fait pas désordre quand même, ce livre, ces déclarations, Jean-Louis Borloo qui, lui, taille sa route?
Vous connaissez un moment dans l'histoire politique de la France où il n'y a pas de désordre? Vous connaissez un camp dans lequel il n'y a pas de désordre? Vous trouvez que dans l'opposition aujourd'hui, il n'y a pas de désordre? Mais non, c'est la vie, il y a des ambitions, des sentiments et des passions qui s'entrechoquent. Voilà, aujourd'hui comme hier. Dans le numéro du mois de mai de Philosophie Magazine, vous avez eu un dialogue avec l'acteur Denis Podalides, qui joue le rôle de Nicolas Sarkozy dans le film La Conquête, et vous dites « Nicolas Sarkozy détonnait par son volontarisme alors que l'idée d'impuissance politique s'était imposée ». C'est pour ça qu'ils ne le comprennent plus aujourd'hui, parce que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'il avait lui-même fait espérer? Non, d'abord, je crois que le volontarisme a été au rendez-vous. Il faut quand même regarder les choses en face. Gouverner, ça n'est pas seulement appliquer son programme, c'est aussi faire face aux circonstances et aux crises, et aux drames, et aux tragédies. Alors, de ce point de vue-là, Nicolas Sarkozy a été servi. 4 ans de présidence pendant lesquels se sont accumulées des crises absolument sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Sans précédent. Il y a fait face avec beaucoup de volontarisme, précisément, et il y a fait face avec beaucoup de succès. Donc le volontarisme sarkozien était au rendez-vous. Alors évidemment, quand vous subissez une crise de cette nature, vous ne pouvez pas avoir exactement les résultats que vous pouviez espérer en l'absence de crise. Mais quand même, l'un des grands aspects de la campagne de Nicolas Sarkozy, c'était la sécurité. Or, cette semaine, Éric Ciotti, le député UMP, a fait des propositions pour durcir la répression pénale, soulignant qu'il y avait urgence. Donc, au bout de 5 ans de Nicolas Sarkozy, 4 ans de présidence et quelques années ministère de l'Intérieur, il y a échec. D'abord, il était ministre de l'Intérieur et pas président de la République avant 2007, que ministre de l'Intérieur. Et vous le savez bien, la sécurité, ça n'est pas que le ministère de l'Intérieur. C'est toute la société, c'est aussi le ministère de la Justice, c'est aussi l'école, c'est toute la société qui est concernée, ce sont aussi les collectivités territoriales. Je crois qu'on ne peut pas raisonnablement espérer renverser le courant d'une dérive qui dure depuis 30 ans ou 40 ans. En quelques mois, ou même en 3 ou 4 ans. Donc, Nicolas Sarkozy a avancé pas à pas, on a durci progressivement les règles. Il reste, c'est vrai, encore beaucoup à faire. Le rapport de M. Ciotti, c'est pas un durcissement de la répression pénale, c'est la réponse à une question qui ne se pose aujourd'hui sur l'application des peines, dont on voit bien que nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés, qu'il y a eu des tentatives par le passé, même dans un passé récent, de régler ce problème en faisant des remises de peine assez fréquentes ou en permettant d'effectuer les peines d'une manière différente. Bon, ça ne marche pas. C'est-à-dire que, et notamment pour les petits délits, on a exonéré les petits délits de l'accomplissement de leur peine de prison, et quand il n'y a plus de sanctions pour les petits délits, il n'y a plus de caractère éducatif et formateur dissuasif de la peine, parce que ce sont les petits délits qui doivent être les plus sévèrement sanctionnés, de façon à ce que le délinquant n'ait pas envie de recommencer. Ce sont souvent, d'ailleurs, en général, de jeunes délinquants. Maintenant, si vous voulez me faire dire que la société est violente, et de plus en plus violente, et pas seulement en France, c'est vrai, et c'est un problème que nous allons avoir en face de nous constamment à régler dans les années qui viennent. Toujours dans le même entretien. Mais je préfère ce que fait Nicolas Sarkozy que l'angélisme de ceux qui disaient « Oh, vous savez, la sécurité, ça n'est qu'un sentiment ». Non, c'est une réalité. Toujours dans cet entretien dans Philosophie Magazine avec Denis Podalides, l'acteur vous dit « Mais c'est vrai qu'il a une très grande énergie, Nicolas Sarkozy, mais où va-t-il? Pourquoi cette fuite est perdue? À quelle mélancolie ou à quel vide tente-t-il d'échapper ?» Oui, mais alors ça, c'est le propre de tous les hommes politiques, pour vouloir être président de la République, chef d'État ou de gouvernement, dans le monde entier, à n'importe quel moment de l'histoire, il faut être mu par des forces profondes qui échappent au commun des mortels. Alors parfois, ce sont des blessures, parfois ce sont des... Regardez Chirac. Chirac, on disait l'agité, pendant des années. Il y avait la blague dans les Guignols, c'était de le voir s'agiter, et de voir Madame Chirac dans les Guignols, disait il bouge. Bon, Mitterrand bougeait beaucoup moins, mais on se demandait quel était le mystère profond de cet homme. On a dit beaucoup de choses sur Giscard d'Estaing, on a dit beaucoup de choses sur le général de Gaulle. Ce sont des hommes hors du commun. Ils ont parfois des blessures hors du commun, parfois des angoisses existentielles hors du commun, mais quelque chose les pousse à dépasser ces blessures, ces angoisses ou ces douleurs profondes pour essayer
essayer d'accomplir quelque chose et de laisser leur trace dans l'histoire. C'est dans l'action et dans l'ambition du pouvoir que se trouve la réponse à leurs questions existentielles que beaucoup d'autres hommes plus ordinaires trouvent dans d'autres façons de vivre, parfois dans le retrait plutôt que dans l'action. Vous êtes convaincu, comme Claude Guéant, qu'il sera réélu en 2012 ? Mais pour l'instant, je n'ai pas vu que le président de la République était candidat. Je bon, lui ça, laisse. Là, vous bottez en touche. Non, là. pas Là, du vous tout. faites de la Pas du politique tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Non, non. J'ai un très grand respect pour les institutions et la décision de se présenter est une décision personnelle. Vous souhaitez qu'il se représentera ? Oui, je le souhaite. Qu'il se représente ? Je le souhaite. Simplement, je pense que c'est à lui, le jour où il le souhaitera, de dire s'il est ou non candidat. Et à partir de ce moment-là, je répondrai à toutes vos questions sur ce sujet. Et s'il se représente, est-ce que vous pensez qu'il sera réélu ? Mais ça, c'est un pronostic qu'on ne peut pas faire. S'il y a des élections, c'est bien parce que rien n'est joué par avance. Je pense qu'il peut être réélu, mais je pense que c'est au peuple français de décider qui sera le prochain président de la République. Vous savez, j'ai vu beaucoup de gens qui expliquaient que tel ou tel candidat ne pouvait pas perdre, que tel ou tel candidat ne pouvait que gagner. En général, tous ces candidats ont été battus, parce qu'au fond, le peuple aime bien avoir le dernier mot, et c'est assez légitime. Polémique aujourd'hui, des députés UMP ne comprennent pas que Matignon, c'est-à-dire les contribuables français, prennent en charge le salaire de 4 390 € net versé par l'Université Paris 7 à Luc Ferry, alors qu'il n'a pas donné un seul cours. Vous comprenez, vous ? Ce que je ne comprends pas, c'est l'attitude qui consiste à raconter n'importe quoi quand on a des responsabilités politiques ou autres, des responsabilités dans la société. On peut aimer ou détester Luc Ferry. On peut trouver que sa récente sortie était légitime ou pas du tout. On peut trouver aussi que le poste de président du Conseil d'analyse de la société n'est pas assez ou trop payé. Mais c'est une pratique administrative normale que de dispenser d'accomplir son service des fonctionnaires qui, par ailleurs, sont appelés à d'autres tâches et de leur servir, en maintenant leur rémunération, un complément de rémunération. Alors, ce n'est pas tout à fait orthodoxe par rapport aux nouvelles règles de ce qu'on appelle la LOLF, c'est-à-dire la loi sur les finances publiques, mais c'est une pratique administrative très courante. Il y a, je crois, une centaine de milliers... C'est compréhensible pour les gens parce que mais ce n'est pas le problème, évidemment. On est en train d'expliquer à certains que le RSA, c'est un peu trop élevé. Là, non, Luc mais Ferry... il est payé pour ce qu'il accomplit à la tête du Conseil d'analyse. Ça, c'est autre chose. On peut en discuter. Je pense que oui, moi, j'ai été invité à deux reprises. Ce Conseil travaille, mais discutons de l'utilité de ce Conseil si l'on veut. Discutons de la rémunération de son président si on le souhaite. En revanche, cet arrangement administratif courant, encore une fois, dans l'administration, ne mérite pas qu'on en fasse un scandale. Ça n'est pas scandaleux. Voilà, cet arrangement n'est pas scandaleux. Si on continue à raconter n'importe quoi aux Français, évidemment, on va finir par leur laisser penser que tout est honteux. Voilà, que Matignon le rembourse, mais c'est normal, puisque le Conseil d'analyse de la société, je vous explique quand même, dépend de Matignon. Donc, normalement, Matignon devrait prendre en charge la totalité de la rémunération de son président. Il se trouve que l'arrangement qui avait été trouvé, à tort ou à raison, encore une fois, c'est une pratique courante, laisser à la charge de l'éducation nationale le traitement de base de M. Ferry et rajouter une petite somme pour compléter, pour que M. Ferry puisse être rémunéré pour ses fonctions. Voilà, on peut discuter de cette pratique administrative, on peut discuter de l'utilité du Conseil, de sa rémunération. On ne peut pas dire que c'est un scandale, c'est une pratique courante. Voilà ce que je voudrais dire. Politique étrangère, la Libye, ça dure plus longtemps que prévu et le chef d'état-major de la marine, l'amiral Pierre-François Forissier, vient de dire on est en train de bouffer le potentiel. C'est-à-dire que si ça continue comme ça, trop longtemps, on n'aura plus rien. Le Charles de Gaulle, par exemple, sera immobilisé en 2012. Ah ben, quand on fait la guerre, ça faut utiliser des moyens. Est-ce qu'on s'est fourvoyé dans cette affaire ? Est-ce qu'on a eu tort de mettre Kadhafi au pied du mur d'entrée de jeu, ne lui laissant aucune porte de sortie ? D'abord, personne ne vous dit qu'il n'y a absolument aucune porte de sortie. La solution, les puissances de la coalition sont bien conscientes, elle est d'abord politique. Donc la pression était simplement nécessaire pour le faire partir. S'il ne veut pas partir, son régime finira par s'effondrer. Mais la coalition... Tuer, c'est la mission ? Non, pas du tout. Les démocraties n'assassinent pas. Voilà.
Elles ne tuent pas, personne n'a Si permission une de bombe tuer. le touche par inadvertance. Non, mais il peut y avoir un accident, mais personne ne cherche à tuer M. Kadhafi. Les objectifs sont des objectifs militaires. Ils ont pour but de faire craquer le régime. Ça va venir Parce qu'il Eh est bien, dur, nous hein. l'espérons. Les moyens sont mis en œuvre, les moyens nécessaires sont mis en œuvre. Vous remarquerez Et on peut durer longtemps comme vous- ça encore militairement? J'espère que non. Voilà, j'espère que non, mais je vais pas, on va pas discuter du dessous des cartes aujourd'hui. Si on n'était pas intervenu, il y aurait eu un bain de sang absolument colossal en Libye. Qu'aurait-on dit alors? Bon, le Conseil de sécurité a donné un mandat à une coalition internationale pour intervenir dans des conditions très précises. Pas pour mettre des troupes au sol, pas pour aller renverser le régime, mais pour obtenir que les troupes du gouvernement libyen rentrent dans leur caserne et que le colonel Kadhafi s'en aille, puisque nous savons tous que s'il ne s'en va pas, la guerre ne s'arrêtera pas. Enfin, la guerre civile, Alors, les affrontements ne s'arrêteront pas. Kadhafi, Voilà. pendant ce temps-là, Bachar el-Assad martyrise son peuple. Alors nous, on crie, mais dans le désert, hein, puisque les Russes et les Chinois ne veulent pas entendre de résolution au Conseil Eh de bien, sécurité. Monsieur Mazerolles, c'est le droit international. La France est intervenue en Côte d'Ivoire parce qu'elle avait une demande de l'ONU. La France est intervenue aux côtés d'un certain nombre de puissances en Libye parce qu'elle avait un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Eh bien, pour intervenir d'une manière ou d'une autre, ou pour infliger des sanctions à la Syrie, il faut avoir un mandat de l'ONU. La France croit au droit international et donc elle applique le droit international. Elle se bat pour que des sanctions soient votées. Nous verrons bien, mais le combat politique, c'est de faire en sorte que le Conseil de sécurité décide des sanctions. Voilà, c'est un combat. Deuxième séquence de l'émission, le reportage.